Bonjour à tous, Marie-Flore d'Outrelot. Alors, je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde ce matin. Et quelle question, dure question sur le retour sur investissement. C'est bien de voir les robots dans les champs, mais on en est où? Et économiquement, est-ce rentable ou pas? Donc, on va traiter cette question. Alors, ravie aussi, voilà, Gwendoline disait effectivement que c'est une table ronde sponsorisée par l'ECUMA. Et petite dédicace pour ceux qui me connaissent, je suis une ancienne du réseau. Voilà, que j'ai quitté depuis peu. Maintenant, je travaille pour RobAgri, l'association française pour la robotique agricole, et je suis responsable de projet pour le grand défi de la robotique. Donc, cette table ronde se fera en français, majoritairement. On aura un des intervenants qui est américain. Donc, si vous avez besoin de casques de traduction, voilà, vous levez la main et on va venir... Ouais. Donc, on va venir vous les distribuer. Du coup, faudra bien penser à les ramener à la fin. Et quel canal pour la technique, pour la traduction? Le P. Ça sera le canal P. Good morning, everyone. Welcome here. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur le retour sur investissement. La table ronde dans ses grandes lignes se fera en français. Seul un des intervenants est américain. Si vous avez besoin d'une interprétation, venez prendre un casque que vous n'oublierez pas, s'il vous plaît, de rendre à la fin. Merci beaucoup. Ah, pardon, mais j'avais pas. Merci. Donc on compte sur vous, hein, pour ceux qui ont pris les casques, vous ramenez bien les casques à la fin. So we count on you. Don't bring back home the headphone. Et effectivement, Madame répète ce qu'elle vient de dire. Donc les casques, vous pourrez les rendre à la sortie. N'oubliez pas de les rendre. Merci. Allez, sans plus attendre, on va commencer cette table ronde. Alors, un petit point de contexte. Comme vous le savez, comme vous pouvez le constater aussi, encore une fois, ici au FIRA, comme chaque année, la robotique agricole est aujourd'hui en plein essor. Le nombre de robots qui rentrent dans le marché est en croissance significative d'année en année. Et le nombre de robots vendus est en progression également. Alors, pour donner quelques chiffres, en termes de tendance, selon Future Farming, aujourd'hui, on va compter une soixantaine de robots qui sont commercialisés dans le monde, et ça représente 3000 robots vendus pour les productions végétales. Alors, chiffre français, selon l'Observatoire des usages du numérique en agriculture, en France, on compte aujourd'hui un petit peu plus de 600 robots en activité. Ça donne la tendance France et les chiffres au niveau mondial. Si on donne la tendance également pour l'élevage, alors les robots ont investi les exploitations déjà depuis de nombreuses années. Les premiers robots, les robots de traite, les robots raclage notamment, c'est depuis les années 90 qui sont dans les exploitations. Donc là aussi, je vais citer de nouveau la source de l'Observatoire des usages du numérique. On compterait plus de 14 000 robots de traite aujourd'hui en France dans les exploitations. Et autre chiffre, aujourd'hui, une installation sur deux se fait avec un robot de traite.
Voilà, et d'autres applications aujourd'hui arrivent, l'alimentation, le paillage, la manutention. Donc là aussi, que ce soit en production végétale ou que ce soit pour les productions animales, le marché est en pleine progression. La robotique, oui, en effet, représente un levier prometteur pour répondre aux grands enjeux de l'agriculture. Pénibilité du travail, manque de main-d'œuvre, optimisation des pics de travaux, baisse des intrants, agriculture de précision. Les enjeux sont nombreux. La robotique apparaît aujourd'hui comme une des solutions pour améliorer la productivité des exploitations agricoles, leur durabilité, mais aussi l'attractivité du métier d'agriculteur. Mais alors, on va quand même se poser la question, au vu du coût actuel des technologies, est-ce que l'investissement d'un robot est rentable? Ou autre question, quel modèle rend possible l'utilisation de la robotique sur le plan économique et dans quel contexte? Alors, pour répondre à cette grande question, on a 3 intervenants de qualité aujourd'hui. Je vais les inviter à me rejoindre ici et à prendre place. Nous avons Tanguy Bidot, qui est polyculteur éleveur en Normandie. Installe-toi, Tanguy. Nous avons Jean-Marie, qui est Santa Creux, qui est vigneron dans l'Aude. Installez-vous, Jean-Marie. Et nous avons Ben Palone de Western Grower qui nous vient des US. Installez-vous. Alors Tanguy, tu es éleveur, donc comme je le disais de Normandie, 3 SCEA sur ton exploitation, 600 hectares, donc avec ton épouse et ton beau-père, plutôt sur des cultures conventionnelles. Je crois que dans ton itinéraire technique, il y a 7 cultures différentes. Aujourd'hui, si on centre sur l'élevage, c'est 800 000 litres de lait, avec un salarié à temps plein sur l'atelier élevage. Donc toi, tu t'es installé en 2020. Et tu as fait le choix de t'installer avec un robot de traite. Donc du coup, la question c'est pourquoi avoir fait ce choix, et était-ce essentiellement pour des raisons économiques ou il y en avait d'autres? Non, c'est effectivement le premier choix. Il est d'abord la volonté de continuer à produire du lait sur une exploitation qui en produisait déjà. Et par contre, comme tu as décrit dans la structure de travail, moi j'étais seul à porter cette ambition de continuer la production laitière. On est complètement en zone de grande culture, donc on est plus nombreux à porter cette production-là. Et donc moi, je ne voyais pas comment continuer à produire du lait sans cette solution-là, puisque c'est quand même une solution qui permet de diminuer très fortement les astreintes. Et ça, c'était le premier point. Il y avait évidemment la question de la vie de famille autour de ça, la question de la complémentarité avec les grandes cultures, puisque l'idée, c'était quand même aussi de pouvoir continuer à développer l'atelier grande culture. Donc voilà l'ensemble des éléments qui nous a fait investir sur le robot de traite. Mais alors, quand on est jeune agriculteur, donc on s'installe et qu'on fait un investissement d'1 million d'euros, dans quel état d'esprit on est? Est-ce que ça se passe bien? Et donc du coup, et de quoi se compose cet investissement qui est quand même important? Alors, d'abord sur l'investissement, en fait, la part du robot sur l'investissement total qu'on a remis en production laitière, finalement, elle reste modérée puisque, on va dire qu'un robot de traite aujourd'hui sur une seule stalle, ça vaut environ 160 000 euros, on va dire ça comme ça. Et donc sur l'investissement à peu près d'1 million d'euros, il y a effectivement beaucoup de béton, beaucoup d'accessoires pour équiper un bâtiment, des silos neufs, de quoi travailler de façon efficace. Donc la part d'investissement dans le robot de traite, finalement, elle est, je ne vais pas dire faible, mais elle est modérée. Ce qui a fait l'investissement important, c'est que l'exploitation avait un besoin de réinvestissement. En fait, il y avait 2 solutions, soit on réinvestissait, soit on arrêtait. Et moi, j'avais pas envie d'arrêter la production laitière. Après la première partie de ta question, dans quel état d'esprit? C'est celui-là en fait, c'est de se dire, moi je veux continuer la production laitière. Ça c'était un impératif en fait, c'était mon projet, et je voyais pas d'autres solutions.
c'est cette façon de produire qui m'intéressait, et donc on y va. Voilà. Après, j'avais un passé professionnel qui faisait que j'avais une relative confiance dans l'avenir de la production laitière. Les fondamentaux de marché étaient là, et bon, j'ai la chance finalement que l'avenir, en tout cas à moyen terme, donne raison. Donc, on est content d'avoir. Enfin, moi, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Jean-Marie, vous êtes viticulteur à Salelles-d'Aude. Vous êtes en SEA avec votre frère, donc sur une exploitation de 45 hectares de vignes, dont 30 hectares sont en conventionnel, donc le reste est en agriculture biologique. Vous êtes sur l'appellation IGP DOC. Vous êtes un viticulteur aussi engagé. Vous êtes président de votre cave coopérative, donc vigneron du pays d'Anzerune, si je dis bien, voilà, et président également de votre CUMA. Donc votre CUMA se compose de 5 viticulteurs et ça représente 200 hectares de vignes. Du coup, avec 2 autres de vos collègues adhérents de la CUMA, vous décidez d'acheter le robot Bacchus de Vitibot. Vous faites une demande de financement via le dispositif France Agrimaire. Puis le robot arrive en 2024. Du coup, pourquoi cet achat et pourquoi en CUMA? Oui, bonjour à tous. Ben voilà pourquoi cet achat. Bon, déjà, on était formaté CUMA depuis les années 80 parce qu'on a commencé les CUMA en Occitanie pour l'achat des machines à vendanger, tout simplement. Donc, du coup, on a commencé à partir de ces années-là à travailler en CUMA pour que ce soit rentable pour nos exploitations. Et il y a quelques années dernièrement, on a passé une partie de notre exploitation, de nos exploitations en culture biologique. Voilà, sur les 200 hectares qu'on a à la CUMA, on a passé 50 hectares en agriculture biologique. On s'est rendu compte donc qu'on avait un gros besoin de passage de l'intercept, c'est-à-dire qu'on passe au minima 4 fois l'intercept par saison, à une période où c'est quand même où on est très chargé en travaux. Du coup, parce qu'en fait, on a une situation hydrique qui est ce qu'elle est dans le sud au bord de la Méditerranée. Donc, on a des parcelles irriguées par goutte à goutte et le goutte à goutte qui coule au pied du cep. Donc, quand on passe l'intercept, qui fait chaud et qu'on arrose derrière, et qu'est-ce qui se passe? L'herbe repousse. Donc, ça veut dire que chaque fois, il faut repasser l'intercept si on veut avoir les vignes propres et mener les raisins à bonne maturité sans avoir de la concurrence de l'herbe et des goûts qui feraient que ce serait pas bon pour notre vin, pour notre produit, quoi. Donc, du coup, on a commencé à réfléchir à l'achat de la robotique. On a commencé à regarder ça déjà en 2017-2018. On suivait essentiellement 2 marques de robots là, dans la région qui commençaient à mener des essais. On avait décidé donc d'acquérir le Vitibot après 2 essais. On avait fait faire 2 démonstrations chez nous dans notre vignoble. On avait décidé de l'acheter pour 2021. On a fait une dernière démonstration au mois d'avril 2021 et 4 jours après, on a subi un gel qui a rasé tout notre vignoble. Du coup, ça a été remis et on a attendu 2 ans de plus. Et du coup, ça a été un peu un mal pour un bien parce qu'en fait est sortie cette nouvelle subvention entre-temps. Donc en 2023, on s'est relancé dans le projet. On a refait faire une démo par Vitibot parce qu'on a une partie du territoire où c'est dégalé assez rond, une terre assez forte. Alors on s'était dit, bon, on l'a pas vu travailler là-dedans, pour confirmer un peu notre achat, on a refait faire une démo. Et là, on s'est lancé. Voilà, pour avancer. Et du coup, on s'est vraiment lancé. Voilà, mais voilà les causes, c'était vraiment pour le passage en bio. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'on en a aussi besoin en conventionnel parce que on peut utiliser de moins en moins de doses de glyphosate et du coup on s'aperçoit qu'on n'arrive pas jusqu'au vendange avec une protection suffisante et du coup on est obligé aussi de passer l'intercept sur la partie conventionnelle. Et alors du coup, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous préciser le coût de l'investissement et puis de quoi ça se compose? Parce qu'il n'y a peut-être pas que l'achat du robot. Oui, alors tout à fait. Le coût de l'investissement, comme on l'a pris équipé d'un intercept électrique, pour le moment on fait que de l'intercept avec, ça nous a coûté 202 000 euros. On a eu donc 120 000 euros de subvention, qui est d'ailleurs arrivé assez rapidement parce que 6 mois après, ça m'a étonné, mais bon, 6 mois après, on a déjà eu la subvention. Grâce du coup, aussi à une bonification du fait que vous soyez en CUMA. Oui, tout à fait. Oui, on a eu 50% du fait aussi qu'on soit en CUMA, quoi.
Et du coup, on a acheté aussi une remorque porte-char qu'on met derrière le tracteur. Ouais, c'est une petite remorque de 2 tonnes 5 où on met le robot qui pèse dans les 2 tonnes. Donc voilà, on le monte dessus, on l'attelle à notre tracteur, on l'amène sur la parcelle et on le met en route. Bon, franchement, c'est assez rapide de le monter, de le descendre. Franchement, ça prend 5 minutes quoi, de le monter, 5 minutes pour le descendre. Et du coup, on fonctionne comme ça, on l'amène sur nos parcelles et voilà. Ben, tu fais partie de l'équipe d'innovation chez Western Grower. Tu travailles notamment sur l'automatisation et la mécanisation. Tu accompagnes, on va dire, au quotidien les agriculteurs de l'association. Alors, dans l'achat des matériels avant pour les accompagner dans leur réflexion, mais aussi après, une fois qu'ils ont investi, tu les accompagnes encore sur l'optimisation de l'utilisation de leurs machines et notamment sur les coûts associés. Peut-être un petit mot quand même sur Western Grower, donc une association qui est basée en Californie. Il y a un peu plus de 2000 producteurs dans l'association, tu me corrigeras Ben si je me trompe, donc sur plutôt fruits et légumes. Et donc du coup Ben, peux-tu nous dire aujourd'hui, donc parmi les agriculteurs qui sont dans votre association, quels sont les types de robots qu'ont les producteurs et de quelle façon tu travailles avec les fabricants? Alors merci beaucoup. C'est la première fois que je viens en France. C'est la première fois d'ailleurs même que je viens en Europe. Merci de m'avoir invitée, merci de me donner la possibilité de m'exprimer ici, même si je ne parle pas français. Et merci vraiment parce que tout le monde a été vraiment très accueillant. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment une très bonne expérience de la FIRA. Pour ce qui est des robots et des équipements que nous utilisons chez Western Growers, nous sommes en Arizona, en Californie et au Colorado également. Les fruits, les légumes, les légumineuses, des amandes aussi. Nous avons aussi des exploitations de tomates destinées à la fabrication de conserves. Donc vraiment un large panel de producteurs et d'exploitants. Personnellement, ça m'intéresse énormément de voir quels sont vos systèmes agricoles ici en Europe. Vous avez des problèmes qui sont similaires aux nôtres et j'apprends beaucoup au contact des exploitants, mais aussi des différents représentants de l'industrie. Pour ce qui est des robots et des types de robots, en 2024, la seule année 2024, 300 millions de dollars ont été investis en robots agricoles par nos adhérents. Plus de 300 millions de dollars en 2024. Alors, c'est un peu de tout. On va avoir des tracteurs, on va avoir des robots pour le sulfatage. Et les robots sont pour l'instant les seuls équipements qui sont subventionnés par le gouvernement. Ce sont des robots qui sont utilisés essentiellement par les exploitants dans le sens où cela les aide aussi à résoudre des problèmes d'organisation et des problèmes de manque de main-d'œuvre. Ils utilisent ces robots aussi, par exemple, ils ont des robots de spécialité pour les oignons, par exemple, les laitues, mais aussi dans les vergers. Ils vont aussi avoir des exploitations où il va y avoir aussi bien de la laitue que de la roquette ou de l'épinard. Aux États-Unis, et je ne sais pas ce qu'il en est en Europe, mais aux États-Unis, la laitue est semée directement en plein champ et ensuite il y a une autre opération qui vise à éclaircir les semis pour ensuite avoir un espacement et pour avoir un bon enracinement de laitue sur la parcelle pour ensuite avoir à terme le rendement. Donc on voit de plus en plus de robots qui sont utilisés justement à cette fin, pour l'éclaircissement du semis. Puis on a aussi des robots qui sont là pour l'épandage de certains entrants. On voit aussi de plus en plus de robots qui sont utilisés pour la cueillette, différentes exploitations. Et je pense qu'en 2025 sera certainement l'année où on va avoir de plus en plus d'applications de précision, aussi bien d'herbicides que de produits phytosanitaires biologiques. Et je pense que 2005, c'est un peu cette année pivot, aussi une année où on va pouvoir utiliser des robots autonomes aussi bien en Californie que dans le Midwest.
Et maintenant, donc un peu plus de 4 ans que tu es équipé d'un robot de traite. Est-ce que tu as pu observer une amélioration de la productivité? Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de performance, perte, voilà, éventuellement? Est-ce que les résultats sont positifs? Oui, ouais. Plantant le décor. Ouais, voilà, exactement. Alors justement, pour planter le décor, en fait, je pense qu'il y a plein de façons de produire du lait avec un robot de traite, et donc ce que je vais dire, c'est ma façon de faire. Et après, je pense quand même qu'il n'y en a pas 50 pour être rentable, ça c'est sûr. Mais en fait, le point de départ, c'est de dire je pense qu'il y a plus, on peut trouver aujourd'hui plus d'écart de production entre des systèmes avec le même nombre de stalles, donc de litres de lait produits par stalle, qu'avec une salle de traite. Donc je pense vraiment que le producteur aujourd'hui, il y a 20 ans, enfin 15 ans, avec les copains à l'école, on disait oui, mais les robots, ça marche de 60 vaches en 60 vaches, c'est quand même à peu près vrai, mais il y en a qui s'en sortent en produisant 400 ou 500 millilitres de lait avec une stalle, et puis d'autres qui vont faire la même chose avec 800 ou 900 000. Donc en fait, le robot permet vraiment une amplitude de production assez large. Donc nous, on a plutôt choisi la voie de l'intensification, parce que c'est cette voie-là qui m'intéresse. Enfin, il n'y a pas trop d'autres justifications. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit une vache, elle est rentable quand elle fait 3 000 litres de lait ou 12 000 litres de lait. Et ça, par contre, moi, j'en suis convaincu. Donc nous, on a choisi la voie du 12 000. Donc oui, on a augmenté en productivité, c'est clair et net, puisqu'on a multiplié par 2 la production laitière, et on a augmenté seulement de 50% le nombre de vaches. Donc oui, on est allé chercher une hausse de productivité importante qu'on va continuer encore de développer, ça j'en suis certain. Aujourd'hui, le facteur limitant, de toute façon, c'est l'alimentation, c'est le confort de nos vaches, c'est la façon dont on s'en occupe, et on a la chance en 2020, en fait, quand on achète un robot de traite, d'avoir des machines qui sont fiabilisées, puisque ça me fait drôle d'avoir ces questions en 2024, puisque comme tu l'as dit, le robot de traite, il est rentré dans les fermes à la fin des années 90. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des machines qui ont été fiabilisées. Les modèles économiques sur la maintenance sont là. Et donc, en fait, à nous de nous en servir de la façon dont on a envie. Donc, oui, pour la productivité. Et tu disais autrement Est-ce que tu as pu, jusque où aujourd'hui vont tes calculs? Est-ce que tu as pu calculer un coût de revient, un coût de production au 1000 litres de lait? Est-ce que tu l'as comparé avec l'ancien système, avec un système manuel de traite? Alors, oui, j'ai fait ces comparaisons davantage autour des consommations associées, c'est-à-dire les consommations d'eau, les consommations d'électricité, et avec l'augmentation de la productivité. En fait, aujourd'hui, alors peut-être plus, c'est moins vrai là aujourd'hui parce qu'on a quand même subi des hausses de prix d'électricité assez importantes, significatives en tout cas depuis 4-5 ans, mais à la mise en route du robot, au litre de lait, on était moins cher en eau et en électricité qu'avec la salle de traite. Et puis en fait, notre salle de traite était vieillissante, donc elle nous coûtait plus rien, pour la partie achat de la détention de la machine, mais la partie entretien finissait par nous coûter un peu cher, en fait, de façon en plus assez insinueuse, c'est-à-dire que c'était un peu tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, c'est pareil, au litre de lait sur la partie maintenance, on n'est pas plus cher que l'ancien système. Après, en fait, à un moment donné, je pense qu'on peut pas non plus. La comparaison, elle a aussi ses limites, parce que de toute façon, moi, je reviendrai pas en arrière. Donc, c'est soit je continue à produire du lait de cette façon-là, soit on arrête. Donc, la comparaison entre les deux systèmes, elle a ses limites, mais c'est important à surveiller. Et le dernier point, c'est sur l'installation. En fait, on dit souvent, un robot, effectivement, il coûte cher si on regarde juste la salle de traite, mais quand on commence à mettre la partie construction autour, c'est-à-dire qu'un robot, en gros, là, il peut tenir ici sur 2 mètres carrés de béton, alors qu'une salle de traite, elle a un investissement important pour la réalisation des quais et pour l'emprise au sol. Et en fait, quand on intègre ça, on est aujourd'hui sur des coûts similaires. Ben, avec tout ton recul, il me semble que tu disais que tu travailles avec 1000 producteurs, et je crois que tu citais à peu près un quart des producteurs qui sont aujourd'hui équipés de robots. Et donc, dans ton accompagnement, tu réalises des analyses financières auprès de ces producteurs, et tu réalises notamment des études de coûts et de comparaison avant-après équipement du robot. Alors,
voilà, quelles sont aujourd'hui les économies qui sont réalisées, donc à différents points, que ce soit sur les herbicides, la main-d'œuvre. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples? Alors, très bonne question qui revient toujours à une notion de rentabilité, de rapport coût-efficacité. Quand on pense aux différents robots, déjà il faut parler du manque de main-d'œuvre, notamment en Californie. Et on a commencé à utiliser des robots sur la partie désherbage. Beaucoup de nos robots ont d'abord été utilisés sur des cultures à forte intensité nécessitant beaucoup de désherbage. On fait des analyses financières indépendantes auprès de chacun des exploitants, auprès de nos membres, et on implique dans cette analyse les différentes parties prenantes, donc aussi bien des personnes d'autres coopératives, euh, différents acteurs et différentes exploitations de la Californie. Et la plupart du temps, ce sont des exploitations familiales d'ailleurs. Et quand on fait ces analyses auprès de ces exploitants, d'abord, il y a la partie purement mathématique. Il faut comprendre le système de production et vraiment tenir compte de l'ensemble des paramètres. Et se dire, voilà, chaque année, j'ai par exemple tel coût de main-d'œuvre par hectare. Et ensuite, vous allez comparer ce coût à l'exploitation si on utilise un robot de désherbage. Mais bien sûr, il va falloir intégrer dans l'équation la nécessité d'investir peut-être dans un nouveau tracteur, dans un opérateur formé différemment, la consommation de carburant, tenir compte du fait que le robot va avancer peut-être plus lentement, que l'on va utiliser plus ou moins d'irrigation. Donc en fait, le fait d'acquérir le robot et de tenir compte du coût du robot dans l'équation ne vient pas faire la totalité de l'analyse. Il faut vraiment avoir quelque chose qui soit très complet. Et ensuite, vous pouvez voir d'ailleurs les analyses de cas que nous avons sur le site internet de l'association Western Growers. Vous avez un onglet qui s'appelle Innovation et dessus, vous verrez des exemples d'analyse de coûts, donc sur différentes mises en œuvre, notamment de robots de désherbage. En général, quand on a un robot sur du désherbage qui est utilisé 36 semaines par an, on est sur une économie de un peu plus de 400 000 euros, 400 000 dollars par an dès la première année. Alors après, il faut modéliser sur plusieurs années, il faut encore tenir compte de différents paramètres, mais ça reste effectivement un robot qui est cher à acquérir. Et pour justifier cet investissement auprès de l'exploitant, il faut penser à différents paramètres. Après, la dépréciation, elle est relativement rectiligne. Et donc, globalement, l'investissement commence à se justifier et à se rentabiliser très rapidement. Alors que quand on continue d'utiliser une approche avec de la main-d'œuvre, on a un coût de main-d'œuvre qui augmente. On est aujourd'hui à un coût de main-d'œuvre de l'ordre de 13 dollars de l'heure, avec évidemment un coût qui a plutôt tendance à augmenter et le coût de la main-d'œuvre va augmenter, tandis qu'au contraire, la valeur de votre la dépréciation de votre investissement, elle va être moindre. Donc, de fait, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table au départ, mais ensuite, c'est un investissement qui vaudra la peine et qui se rentabilisera au fil du temps. Et c'est souvent en ces termes que je présente le produit à mes exploitants. Alors, on voit aussi beaucoup d'exploitants qui investissent dans des dispositifs de désherbage laser, par exemple. Et beaucoup demandent d'avoir une démonstration. Il faut encore une fois faire le calcul de le coût d'investissement et si cela convient encore une fois à la taille de l'exploitation et au type d'exploitation. Comme je le disais, on a un investissement, par exemple sur un cas d'espèce de 2 millions de robots sur une exploitation de plusieurs centaines d'hectares.
heure, mais ils ont une économie significative avec l'utilisation du robot versus l'utilisation de main-d'œuvre conventionnelle, ceci avec un recul sur 2 ans. Donc Ben, ça veut dire que quand même, des raisons d'investissement, l'une des premières raisons d'investissement des agriculteurs, de tes producteurs, serait quand même pour réduire le coût de la main-d'œuvre. Mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont en agriculture biologique et c'est aussi la seconde raison du coup? Primarily, yeah. Oui, essentiellement, c'est la même raison. Oui, oui, c'est la raison principale parce que nous sommes à forte intensité de main-d'œuvre et c'est vraiment la première raison. Il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, réduction du diesel, réduction des coûts. Il y a également des contraintes en matière de réglementation. En Californie, il faut réduire l'hydrogène, l'utilisation de l'hydrogène dans les exploitations. C'est un exemple. Alors, c'est pas seulement la question de la main-d'œuvre, mais les cultivateurs utilisent l'azote également pour leur culture. Ils peuvent également utiliser des équipements laser. Alors, c'est pas seulement la main-d'œuvre, mais c'est vrai que la main-d'œuvre, c'est le coût principal, en fait. Et il y a, il faut tenir compte de ceci dans l'équation. Du robot Bacchus, mais est-ce que déjà, après quelques heures ou après quelques hectares, est-ce que vous avez d'ores et déjà pu réaliser des économies? Et puis, quelles peut-être étaient vos projections? Parce qu'effectivement, on a parlé de faire les calculs, c'est ce que nous disait Ben, et effectivement, c'est un peu mathématique. Hein. Plus on va faire d'hectares, plus on va utiliser la machine et plus son coût de revient va diminuer. Donc, comment en fait on arrive à jauger un peu ça entre combien d'hectares je peux utiliser? Donc, pour vous, jusqu'à combien on pourrait réaliser d'hectares avec la machine pour avoir un coût de revient acceptable? Oui, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout parce que vous savez qu'on a reçu le robot qu'au mois d'avril. On a eu quelques petits problèmes de fonctionnement. Du coup, on n'a pas pu l'utiliser autant que ce qu'on aurait voulu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est satisfait du robot parce qu'il nous a prouvé que quand il travaillait, il faisait un super boulot. Alors, en termes de rentabilité, je ne peux pas trop en parler. Ce qui est sûr et qu'on a pu regarder, c'est qu'aujourd'hui, en termes de consommation d'énergie à l'heure, par exemple, ça nous coûte un peu plus d'1 € en électricité de l'heure, alors qu'avec le tracteur, quand on passe l'intercept, c'est entre 5 et 6 € un minimum de l'heure, en ayant un bon tracteur capable de gérer le GNR et tout ça, même à l'agresseux. Voilà. Alors déjà, en termes de coût, ça, on a pu en juger. En termes d'efficacité, moi, du robot, il y a une chose qu'on s'était peut-être pas projeté, qu'on s'est rendu compte en travaillant avec. La pertinence, c'est la précision du robot. Ça, on trouve que c'est sensationnel parce que quand on fait de l'intercept avec un tracteur, on s'aperçoit que ça rentre moins d'un côté, c'est plus dur de l'autre, ça déporte le tracteur, donc on corrige, on fait toujours des écarts, on en laisse un peu, on en laisse à gauche, on en laisse un peu à droite. Lui, le robot, une fois que vous avez réglé la sensibilité, le réglage de votre lame, de votre rotateur, de la profondeur, après, une fois qu'il est lancé, quoi, il est, comme je dis, il est bête et discipliné, mais il suit son cap et il bouge pas d'un centimètre, quoi. Et ça c'est fabuleux parce que il fait une précision de travail, franchement, avec une souplesse, et on peut aller vraiment au plus près du cep, on peut vraiment aller chercher de la précision parce qu'il est précis, quoi, tout simplement, quoi. Et du coup, donc vous êtes 3 agriculteurs aujourd'hui à l'utiliser, donc vous êtes projeté sur une utilisation de combien d'hectares? À la base, on l'a reçu au mois d'avril, on a passé tout le mois de mars à mapper les 50 hectares qu'on avait prévu de faire pour la première année. Pourquoi 50 hectares? Parce que quand on a eu enlevé les surfaces sur lesquelles il ne peut pas faire demi-tour, parce que quand vous savez, par rapport à la réglementation, quand il y a un chemin communal qui est goudronné, qui est de plus est goudronné, quand on fait la cartographie, Vitibot ne va pas nous valider la cartographie si le robot empiète un peu sur le goudron. Alors du coup, on a déjà enlevé ces parcelles-là, ça ne servait à rien de faire un travail qui servait à rien du coup. Voilà, donc ça a représenté aujourd'hui ça représente 50 hectares. Là, on vient de replanter 5 ou 6 hectares la semaine dernière. Du coup, on va les mapper pour les faire au robot parce qu'on a prévu, même s'il y avait un chemin goudronné communal
on a prévu là, de laisser 5 mètres de plus de tournière de façon qu'il faut se faire le demi-tour en sécurité, quoi, c'est d'empiéter sur le goudron. Et du coup, on va augmenter progressivement. Alors après, c'est vrai en termes d'organisation, on n'a pas pu s'organiser tout à fait comme on voulait, parce qu'on a fait vraiment le premier passage à fond. Vitibo nous avait conseillé de le suivre au premier passage tous les rangs pour bien voir que tout fonctionnait bien, qu'il faisait bien son demi-tour. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a passé à peu près les 50 hectares la première fois. Le suivant, ça a super bien marché. Après, on a rattaqué un second passage quand on en a eu besoin. Là, on a subi quelques problèmes de fonctionnement. Voilà, ça a été un peu long parce que la société Rullier qui représente Vitibot sur notre secteur, c'était le premier qui livrait aussi. Donc, du coup, il découvrait un peu en même temps que nous. Le technicien a été formé, mais bon, voilà, ça a été des allers-retours avec Rems. On a passé un petit peu de temps. Enfin, on va dire, on a perdu un petit peu de temps. Les vendanges sont arrivées. On n'a pas pu travailler autant que ce qu'on voulait, mais franchement, on est tous les trois qui l'utilisons, on est enchantés du fonctionnement de Vitibot. Donc du coup, donc une projection d'utilisation du robot sur une 50aine d'hectares, ça représente combien de passages du coup? Il y a deux passages de lame ou plus? Est-ce que vous allez utiliser d'autres outils? Parce que le Vitibot aujourd'hui est un porteur. Quelles sont un peu vos projections en termes d'utilisation? Dans notre idée d'utilisation, c'était en fait, on passe une fois la lame, on en coupe l'herbe et en même temps on déchausse. Et la fois d'après, on passe un outil genre doigt cresse ou disque moteur ou disque qui rebute. Et du coup, c'est des passages qu'on peut faire à vitesse élevée. Donc, du coup, on avait pensé faire la vitesse qui est quand même relativement lente de la lame avec le robot, quoi. On peut pas aller guère plus au-delà de 4 km/h, sinon ça fait pas du bon travail. Et on pensait faire le travail d'après avec le tracteur, parce que là, on peut marcher jusqu'à 8-10 km/h. Donc voilà. Donc du coup, ça nous aurait permis de nous organiser, de créer un décalage sur nos parcelles de façon que quand l'herbe repousse, voilà, du moment que vous l'avez labouré, vous savez qu'un mois et demi après, il y a du naissant qui repart. Et là aussi, ça c'est très important. On se rend compte qu'il faut vraiment travailler sur du naissant et pas se laisser prendre par l'herbe. Mais ça, c'est bon pour tous les intercepts. Mais c'est encore plus vrai pour la robotique, parce qu'en fait, quand vous êtes sur un tracteur et si vous êtes fait prendre par l'herbe et que ça bourre ou qu'il y a de l'herbe qui se coince quelque part, vous y êtes dessus, vous pouvez relever, le fermer, l'ouvrir, le faire tomber. Lui, le robot, si une fois que vous l'avez mis en route, si c'est un peu trop sale et que ça bourre, il va se replier, intercepter, puis il va aller au bout comme ça, il va nettoyer au bout. Mais bon, jusque-là, vous aurez une partie qui ne sera pas faite. D'où l'importance aussi, ça c'est des choses qu'on se rend compte quand on l'utilise, qu'il faut vraiment être dans l'anticipation. Mais c'est là où il va beaucoup nous aider, parce que s'il faut faire des passages fréquents et rapides, c'est là où il va beaucoup nous aider, quoi. Donc du coup, par rapport à encore une fois, la projection que vous aviez, donc sur une 50aine d'hectares, donc du coup, j'imagine 3 passages de ce que vous expliquez. Est-ce que vous aviez calculé un coût de revient théorique, puisque en CUMA, voilà, on paye la facture entre guillemets à l'utilisation à l'hectare. Est-ce que ça vous l'aviez calculé en projection ou pas à l'époque? Non, c'est pas ça, je vous cache pas qu'on s'est pas trop projeté là-dessus. On avait une idée, parce que par rapport, il suffisait de le diviser par la surface, on savait l'annuité qu'on allait avoir, bon, tout simple. Mais le but, c'était pas que le gain d'argent, si vous voulez. Moi, je pense qu'il y a un vrai attrait aujourd'hui pour ces matériels, pour nous faire gagner du temps, pour notre vie personnelle aussi, parce que c'est important, parce qu'on passe, voilà, vous voyez, j'ai quelques cheveux gris, mais bon, on a passé quelques samedis et dimanches sur nos exploitations. Si on peut éviter aujourd'hui, c'est que mieux, quoi. Et là où je pense que ça a une vraie pertinence, ce genre d'outil, ça va être pour notre relève, quoi. Parce que si demain on n'est pas capable d'avoir du matériel comme ça pour que nos jeunes, quand ils vont venir sur l'exploitation, ils voient que c'est quand même plus facile, plus intéressant, franchement, on est mort, quoi. Si on passe pas par ça, on est foutu, quoi. Donc là, il y a quand même des points de similitude. Hein. C'est pas que l'économie d'abord, il y a quand même d'autres enjeux. Donc on l'a dit, on a des coûts, de main d'œuvre qui sont quand même importants. Vous le citiez, il y avait aussi peut-être par rapport à l'irrigation, par rapport à des concurrences. Donc on a des économies de toute façon qui vont se faire. Vous avez aussi cité tout à l'heure les intrants sur le fait que vous vous projetiez sur une utilisation en bio, mais que vous allez aussi l'utiliser sur les parties conventionnelles. Donc il y a des économies. Et tu l'as
capacité, j'aimerais revenir sur un point qui est important parce que c'est l'une des questions quand on parle investissement robot. Tout de suite, il y a la question et la maintenance et le SAV. C'est les coûts qui viennent après. Donc, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais tu nous as pas donné les chiffres, Tanguy. Aujourd'hui, la maintenance, ça représente combien? Quel est le poids de la maintenance en fait par rapport à la robotique? Et est-ce que du coup, c'est fiable ou pas? Ouais, alors là, je le redis, mais c'est vraiment une chance d'accéder en fait à ces machines-là 30 ans après leur mise en route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine, elle est fiable et on voit bien que les constructeurs, pour parler des deux leaders, se tournent d'ailleurs maintenant vers d'autres sujets. On en a parlé hier après-midi. Le coût de la maintenance aujourd'hui, c'est pareil. Donc nous, on a accès à un contrat de maintenance toute option. En gros, c'est-à-dire que s'il y a une panne, j'appelle et puis après un diagnostic, les équipes de maintenance interviennent sur le robot. Alors il y a des fois, c'est nous aussi avec eux qui faisons les choses quand c'est simple, mais moi, ça me coûte 12 000 euros à l'année. Et puis, si on ramène ça à donc quasiment 8 000 euros par mois, hein, de toute façon, c'est mathématique. Et pour une production annuelle de 800 millilitres de lait, donc aujourd'hui, avec la valorisation qu'on a, ça fait un chiffre d'affaires sur la stalle en production laitière de l'ordre de 350 ou 360 000 euros. Et donc, voilà, on a un coût de maintenance de 12 000 euros sur les 360, sachant que dans ce coût-là que j'affiche, j'ai pas la capacité de dissocier dans le contrat qu'on a. En fait, on a aussi ce qu'on appelle les produits d'hygiène, donc les produits qui nous permettent de nettoyer le robot de traite. Et puis la partie caoutchouterie en fait qu'on change régulièrement, qui est en contact de l'animal au moment de la traite. Donc ce coût-là va même plus loin que la maintenance. Et donc moi, je considère que c'est des choses de tout à fait acceptables. Enfin, c'est à nous, de toute façon, de savoir faire vivre notre atelier de production avec ces coûts-là. Et Jean-Marie, pareil, donc peut-être plutôt projectif, parce que qui assure pour vous la maintenance et quel est son coût? Ben écoutez, bon, là aussi, on n'a pas trop de recul. Ce qu'on sait, c'est ça va nous coûter à peu près 5 000 euros par an pour tout ce qui est maintenance, tout ce qui est abonnement RTK pour le GPS et tout ce qui est pour chaque fois qu'on appelle le Vitibot, quoi, parce qu'on a un souci, parce que voilà, ils nous répondent pour ça. C'est vrai qu'il y a un service qui répond qui est réactif, qui répond de suite au téléphone, avec qui on peut, il nous explique par téléphone, il se connecte au robot, de suite il nous dit faites ci, faites ça, et bon, voilà, et ça se passe super bien, franchement. Et du coup, voilà, bon, après on n'a pas ce recul de la maintenance. J'avais posé la question au technicien quand il était venu il n'y a pas longtemps, il me dit oui, on ne sait pas trop, parce qu'après il n'y a pas grand-chose, comme en mécanique, il y a quelques graisseurs, il y a 4 réducteurs, mais après ça reste, bon voilà, peut-être soufflé, enfin, un peu, franchement, on ne sait pas trop, on n'a pas le recul. Bon là, il est parti à l'usine justement pour faire une révision complète qui avait quelques soucis. Du coup, il va revenir, je suppose qu'il sera qui sera révisé et prêt à redémarrer, que ça sera tranquille pour la saison, quoi. Et alors l'assurance, ça a été simple d'assurer le matériel? Alors l'assurance, oui, ça a été un peu, pour la blague, ça a été un peu rigolo parce que je savais que Groupama est assuré, notamment chez Groupama, donc du coup je savais qu'ils avaient assuré des robots en France, puisque j'en avais parlé avec Rodolphe, et donc je savais qu'ils avaient des robots assurés. Mais quand j'ai appelé mon assureur et que je lui ai dit il faudrait que tu m'assures un Bacchus de chez Vitibot, il m'a dit des quello bestio, c'est quoi cet outil? Voilà, j'ai dit écoute, débrouille-toi, mais tu dois trouver parce que vous en avez déjà assuré en France, alors débrouille-toi. Bon voilà, il est revenu vers nous, oui, c'est de l'ordre de entre 5 et 600 euros, là, pas comme un tracteur un peu classique, je vais dire, quoi, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Et alors Ben, est-ce que c'est grosso modo la même chose aux États-Unis, le poids peut-être? Et puis quelle est selon toi la clé de réussite pour un fabricant? Alors maintenance, SAV, qu'est-ce qui est important? Et comment rassurer quelque part l'utilisateur? Yes, I think. Oui, effectivement, ce que mes collègues ont dit et tout le monde sait que la maintenance est absolument importante parce que les plantes, les vignes n'arrêtent pas de pousser et donc
Ce dont je parle tout le temps, c'est il faut être réactif, il faut savoir répondre, il faut travailler avec les entreprises, il faut savoir travailler avec les robots, les machines. Moi, je dirais 1 à 2 heures. Si votre équipement est en panne pendant 1 heure ou 2, il faut pouvoir, mettre à disposition un autre robot pour que le travail continue. Ou alors, les cultivateurs vont commencer à se plaindre. J'ai investi tant d'argent, il ne fait pas son travail, est-ce que je vous le rends? Est-ce que je dois le vendre? Et donc effectivement, c'est une question de réputation, de perte de réputation pour pour le fabricant, pour la société qui fournit le robot. Pour ce qui est des coûts, eh bien, nous avons vu quelques modèles différents qui travaillent très bien, qui fonctionnent très bien. Lorsqu'on parle de techniciens, de services, ce que je dis, c'est que le mécanicien conventionnel, l'ingénieur traditionnel travaille sur de grands outils. Et c'est là la différence, parce que lorsqu'on parle des robots, de ces équipements maintenant, on a les gens qui résolvent les problèmes avec des iPads ou par email. Et, et, euh, et il y a des agriculteurs qui travaillent depuis 40 ans dans les fermes. Et donc, maintenant, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il faut qu'ils créent leurs propres équipes de services après-vente et services d'entretien des machines. Et donc, on leur dit qu'il faut qu'ils fournissent ce service d'entretien parce que sinon, on ne va pas acheter leur machine. Alors, par exemple, ils peuvent offrir après la saison de réviser totalement le matériel pour un coût minime, peut-être 2000 euros ou et il doit y avoir aussi également un service de révision du matériel des ordinateurs. Et ils doivent pouvoir les vérifier à distance également, vérifier et donner des instructions à distance. Alors il y a les coûts qui peuvent varier de 1000 $ par mois à plus de 100 000 € par an, par exemple, selon le type d'équipement, le type de matériel. C'est une partie importante de tout ce système d'agriculture robotique, de renforcer un petit peu les services d'entretien. Il faut s'assurer que les techniciens qui vont travailler dans les exploitations comprennent bien le fonctionnement et peuvent agir pour réparer. Mais effectivement, il faut faire des calculs dès le début. Et moi, au début, je donne toutes les informations, y compris les informations concernant les coûts, même ceux qui viennent de sortir de 600 000 €, par exemple. Donc, c'est des coûts importants, mais qui sont nécessaires. De la stratégie en matière d'amortissement, fréquence de renouvellement, valeur de revente, c'est aussi des questions qui vont venir. Alors on n'a pas encore toutes les réponses, mais c'est juste pour avoir peut-être une idée. Jean-Marie, vous avez l'investissement, quelle est la durée d'amortissement, et puis est-ce que vous avez évoqué avec le constructeur peut-être le renouvellement ou la valeur de revente? Non, on n'a pas du tout évoqué ça. Bon, nous, on s'est projeté, on a pris 7 ans, on l'a pris sur 7 ans, quoi. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'était un peu, on a pris un peu un mix entre, on ne sait pas trop le renouvellement et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Franchement, on est un peu dans le flou. Voilà, je sais pas, l'avenir nous le dira. Après, voilà, si on prend,
si quand on fait un tel engagement dans un matériel aussi innovant, on se pose trop de questions, ben à un moment donné, on n'y va pas, on fait comme beaucoup de monde, enfin comme certains, on va attendre que ce soit vraiment au point, mais bon, voilà, nous on n'est pas dans cette, on n'est pas dans cette façon de fonctionner. On aime bien un petit peu peut-être le challenge, voir, voilà. Mais franchement, c'est super intéressant, quoi. Et toi, Tanguy, du coup, je sais pas, alors renouvellement, revente, est-ce que c'est des éléments qui ont été abordés avec De Laval? Non, non. Le sujet là en ce moment, mais qu'ils ont aussi en interne, c'est la reconduction des contrats de maintenance. En fait, les contrats de maintenance ne sont pas à période de 4 ans. Et donc, la machine, le V300 qu'on utilise là, est rentré sur le marché en 2019 ou 2020. Donc, on n'a pas fait partie des tout premiers, mais bon, c'est quand même les premiers robots V300 qui sont arrivés sur le marché, on l'a eu. Et donc, là, ils ont validé la reconduction du contrat, évidemment, quand même, sur la période 4 ans, 8 ans. Et là, la discussion, elle porte sur la période 8-12 ans. Alors, bon, ça, quand vous achetez votre robot et que vous l'installez, la période 8-12 ans, vous mettez ça pour les sujets d'après. Mais là, gentiment, on aborde un peu les sujets, puisque, en fait, là, ça fait 5 ans, le robot, il vieillit bien, il est bien entretenu. Et au départ, j'étais plutôt dans une réflexion à me dire, peut-être qu'au bout de 8 ans, il faudra en changer. Puis là, on se dit, en même temps, s'il vieillit sur les 3 prochaines années comme il a travaillé sur les 5 premières, a priori, il n'y a aucune raison de chercher à le changer. Et donc là, on dit, vous allez faire quoi sur la période 8-12 ans? Et là, je sais que De Laval, je crois, ne sait pas trop encore ce qu'ils doivent faire, puisqu'ils n'ont pas de recul sur la façon dont la machine vieillit. Et quelque part, nos contraintes de maintenance, c'est une division entre un coût moyen annuel multi-robot à l'échelle d'une concession divisé par le nombre de robots. Donc il y a cette discussion-là. Par contre, après, sur la valeur de revente, je pense qu'un robot à 12 ans... globalement, il vaut plus grand chose parce que personne il y a très peu de cas qui vont accepter de de retravailler avec un robot d'occasion de 12 ans. Donc en fait, moi, ma vision, c'est plutôt que, alors au mieux, on arrive à faire une période où on rembourse plus rien. Et puis sinon, je pense qu'il faut savoir faire vivre l'atelier lait avec une charge constante de coûts d'achat et de maintenance de robots. En fait, c'est un peu ma vision. Et toi, Ben, parmi les producteurs, c'est un peu quoi les stratégies en termes d'amortissement et puis ces questions un peu de renouvellement et revente? Yeah. Un grand nombre de nos exploitants n'ont pas encore eu ce problème de revente. Ils ont leur machine, mais ils n'ont pas encore envisagé. Après, s'ils en ont revendu, ils les ont revendus à leurs voisins, par exemple. Et c'est une préoccupation maintenant pour les nouvelles sociétés qui vendent de nouvelles technologies. Et il y a une nouvelle société qui fournit d'excellentes solutions pour les problèmes que l'on a dans les exploitations aujourd'hui, mais c'est une société à laquelle personne n'a eu recours pour l'instant. Et on ne peut pas savoir combien de temps vont durer ces nouveaux équipements, ces nouvelles technologies. C'est un risque que l'on prend quand on investit avec de nouveaux appareils. Et donc, les cultivateurs, ils doivent prendre la décision. C'est un coût élevé. On a des fonds que l'on va dédier à cet achat et on va plonger un petit peu, prendre le risque, voir si ça fonctionne. Ça, je le dis tout le temps aux sociétés qui vendent ces machines, cette haute technologie. Aucun cultivateur ne va dire donnez-moi 10 000 robots ou 10 robots ou 20 robots. Dans le meilleur des cas, le cultivateur dira voilà, ce robot, je l'ai, il fonctionne bien. Et maintenant, donnez-moi un ou deux de plus par an. Et donc, c'est ce que je dis aux entreprises tout le temps. Les agriculteurs, ils vont dire, voilà, je vais prendre un ou deux robots dans l'année. Et donc, il y a ce risque pour les agriculteurs.
de dire voilà, on va essayer cette nouvelle technologie. Le risque, c'est que l'entreprise perdra son financement et disparaîtra du marché pendant plusieurs années. C'est un risque. Les entreprises devraient être là pour longtemps pour assurer le cycle de vie de la machine. Donc la question c'est combien est-ce que les sociétés vont durer? Et un petit 3/4 d'heure là qu'on est ensemble, je pense que vous aurez perçu, si je devais leur poser la question, est-ce rentable, est-ce qu'ils sont satisfaits? Je pense qu'effectivement, au-delà des retours, hein, vous l'avez évoqué, satisfaction, effectivement. Alors, en fonction des durées d'utilisation un peu plus longues ou un peu plus courtes, mine de rien, voilà, plutôt une satisfaction globale positive, gain de productivité, économie réalisée. Moi, j'aurais quand même une petite question à vous poser là tous les trois. Peut-être qu'il y a des jeunes agriculteurs qui sont ou pas jeunes, parce que finalement, on n'a pas besoin d'être jeune agriculteur pour faire des investissements en robotique. Mais qu'est-ce que vous diriez à un agriculteur là qui souhaiterait investir dans un robot? J'y vais pas, Tanguy. Bah, Et quel conseil du coup? sur un robot de traite, enfin je l'ai déjà dit, hein, moi je vois pas les, enfin j'arrête de produire du lait si on m'enlève le robot de traite, donc en fait enfin, sur ce produit-là, il y a pas de sujet, hein, faut voilà, c'est plus l'avenir, c'est le présent en fait, voilà. Jean-Marie. Oui, moi, que dire? Ben, bien sûr que je dirais aux jeunes d'y aller, bien sûr de s'organiser. On a un réseau CUMA comme on a la chance d'avoir en France et s'appuyer là-dessus parce que si on veut amortir des matériels quand même qui sont coûteux, ben voilà, il va falloir passer par là pour avoir des aides, pour travailler, pour l'amortir au mieux en commun. Et en plus, moi, je trouve que de partager des matériels, pour l'avoir fait depuis de nombreuses années, ça nous sort un peu de notre quotidien où des fois on est à fond dans son exploitation, on est tout seul dans son tracteur. Et quand on partage des séquences de travail avec des collègues de la CUMA, ça permet d'avoir un échange, de s'ouvrir l'esprit. Et franchement, je trouve que c'est pertinent parce qu'on le fait de moins en moins. Donc du coup, c'est bien. Voilà. Après aussi, on n'a pas parlé, mais le problème que la robotique là où elle va nous aider le plus, c'est dans le manque de main-d'œuvre, parce qu'avoir de la main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui pour conduire des intercepts, par exemple, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, c'est pas facile. Donc du coup, ça aussi, ça va être important. Mais comme je disais, voilà, il faut qu'on rajeunisse malheureusement nos exploitations. Nous, on commence un peu à l'acumen, mais on n'a pas beaucoup de jeunes, mais on en a un. Donc du coup, voilà, il faut l'intéresser avec des matériels comme ça qui vont permettre de travailler intelligemment, quoi, et économiquement. Et puis ça va être économiquement, on va pas avoir le choix. Nous, en viticulture, on en parlait tout à l'heure avec mon collègue en venant, mais on est au bout du bout. À un moment donné, on ne sait pas où aller chercher des économies si ce n'est par la mécanisation, par ces choses-là, quoi. Ben, qu'est-ce qu'on dit aux agriculteurs qui souhaiteraient investir? I remember you said, I will say it in English, let's do the math, isn't it? Is what you said to me. Yes, Oui, en effet, là, je suis perplexe parce que je crois en l'agriculture, je crois dans la robotique. Il y a d'excellentes solutions de robotisation dans l'industrie. Et c'est ce que je fais dans mon travail, en fait. J'aide les agriculteurs à comprendre à comprendre quelles technologies sont disponibles avec tant d'argent. Et nous avons plus de 1000 agriculteurs dans notre organisation et je leur explique toujours quels sont les avantages. Je les aide aussi à comprendre la technologie. Où en est la technologie? Est-ce que c'est une technologie robuste, que ce soit un robot de traite ou un robot de coupe? Est-ce que les robots est-ce que les jeunes agriculteurs vont accepter cette nouvelle technologie? Et il est important d'aider les startups, les jeunes entreprises à décoller dans ce domaine. Je dis oui,
Je dis oui aux jeunes agriculteurs, mais je leur dis que c'est un tout processus. Et je m'assieds avec eux, je leur explique et on fait les calculs. We do the math. Et il faut qu'ils soient prêts à changer leur système de culture, leur mode de fonctionnement. Il faut qu'ils changent légèrement leur pratique afin de pouvoir s'adapter à cette technologie des robots. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire pour pouvoir utiliser cette technologie avec succès. Moi, je dis oui et je suis là pour les aider. La main se lève direct. Hi, I'm Luna from Lockseed Robotics. Luna de Lockseed Robotics. Une question à Ben. Est-ce qu'on peut tenir compte du fait de minimiser les coûts pour les agriculteurs parce que ces machines vont augmenter peut-être leur rendement? Alors, si je vous comprends, vous dites qu'il peut y avoir une perte de rendement qui est prise en compte dans le calcul de cet investissement. Oui, il faut enfin inclure l'amélioration du rendement dans cette équation. C'est une donnée qualitative et non pas quantitative, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent avoir un impact sur le rendement dans la saison de période de croissance. Personnellement, je veux mettre en place une méthode qui permettra de tenir compte de ces données. Mais actuellement, aujourd'hui, je n'utilise pas cette donnée dans les modèles que je génère parce que ce n'est pas quelque chose que je peux prouver à l'agriculteur. J'aimerais l'inclure, mais ce n'est pas encore possible. Une autre question? Oui, bonjour, ma question c'est pour Jean-Louis Santacreux. Je voulais savoir quels étaient les critères qui vous avaient fait choisir le Bacchus plutôt qu'une autre solution sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de robots sur le marché du désherbage en viticulture. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait pencher sur le Bacchus plutôt que sur un autre concurrent La chose qui nous a fait basculer essentiellement, c'est l'Intercept, parce que bon, voilà, dans un premier temps, on voulait faire que de l'Intercept. Du coup, le Bacchus est un Intercept électrique qui se rapproche très près d'un fonctionnement hydraulique. Et il est même plus précis. En termes de puissance, on arrive à régler la lame aussi bien sensible que très forte. Et pareil pour le tâteur, on arrive à régler la sensibilité du tâteur. On arrive à faire des vignes plantées de 1 an, quoi. Du coup, c'est surtout pour ça qu'on a penché pour Bacchus. J'ai une question pour vous, Tanguy Bidot. Vous êtes passé à la robotique et à l'automatisation sur votre atelier lait. Est-ce que c'est des questions aussi que vous vous posez pour l'atelier grande culture ou pas du tout? Bah oui, oui, bah oui. Non, mais c'est sûr. C'est une des raisons de ma présence ici. Ouais. On regarde de très près la solution Axide aujourd'hui, et on a la chance en fait sur l'exploitation actuellement d'être dans une phase où finalement depuis ça fait 2 ans, je sais pas comment répondre à votre question, mais ça fait 2 ans qu'on voit les vidéos d'Axide là, et puis en se disant c'est pas pour nous, et j'ai eu la chance grâce à la structure Littoral Normand là, d'avoir l'Axide à la ferme au mois de novembre dernier, et en fait vous m'auriez posé la question au mois d'octobre, j'aurais dit non, et là aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire dans les 2 mois qui viennent, mais on regarde les choses de très très près, parce qu'en fait on est dans une phase d'exploitation qui tombe bien. En fait on est en train de clore un sujet de 10 ans de transmission familiale, et on est au bout de notre parc matériel, à la fois outils et tracteurs, et en fait on a 2 voies qui s'ouvrent devant nous, soit partir sur une stratégie conventionnelle, soit partir sur la robotisation, et c'est vrai que
On a la chance, encore une fois, d'arriver peut-être au bon moment avec l'Axit qui semble aujourd'hui prometteur. Et voilà. Mais après, sur les questions de la table ronde, c'est compliqué de répondre à tout. Mais oui, nous regardons. Bon, j'aimerais encore continuer parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais les démonstrations vont commencer juste en face. Écoutez, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Je veux dire, c'est des retours qui sont appuyés de leurs expériences. Et merci beaucoup parce que vous l'avez dit un peu. En fait, si on attend d'avoir toutes les réponses, en fait, on fait rien. Et merci parce qu'en fait, c'est grâce à des agriculteurs comme vous, en fait, que la robotique va se développer. Et j'ai envie de se dire, c'est avec des agriculteurs comme vous que la robotique doit se développer en prenant bien en compte les besoins, les attentes, les problématiques des agriculteurs et du coup, merci.